Eh bien cette fois, ça y est, on y est. La fusée est sur la rampe de lancement. SpaceX qui s'apprête donc, vous le savez, à entrer en bourse. Introduction le 12 juin, donc dans un peu moins de 9 jours. Ça sera sur le Nasdaq. Levée de fonds, on vous l'a dit, 80 milliards de dollars. Valorisation qui pourrait sûrement, probablement atteindre les 2000 milliards. Opération évidemment hors norme, mais derrière cette valorisation qu'on peut qualifier de pharaonique et de spectaculaire, il y a des chiffres qui interrogent, notamment on vous renvoie à l'article d'Arnaud Le Parmentier dans Le Monde qui parle donc de projets, c'est son point de vue, de projets irréalistes, voire même de mystification. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que SpaceX, c'est une révolution industrielle en devenir ou peut-être ou pas un piège à gogo? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ça va surprendre personne, c'est même le sujet central, cette valorisation stratosphérique de SpaceX. Oui. Vous me direz pour une boîte qui est dans le spatial. Voilà, c'est plutôt logique. Non, vous l'avez dit David, en plus on a des éléments, vous l'avez dit, qui se précisent, puisque quelques indiscrétions, notamment relayées par Reuters, sembleraient nous dire qu'on pourrait tourner autour d'un prix de l'action autour de 135 $, pour une valorisation qui pourrait tourner autour de 1750 milliards de dollars. Alors on n'est pas encore sur la barre des 2000, tout ça mérite encore d'être véritablement officialisé, on l'a appris ce matin. Et puis, une levée de fonds qui tournerait autour de 75 milliards de dollars. Ça reste des chiffres hors normes. Autre chose qui est assez inhabituelle, je ne sais pas si vous avez vu sur ce type d'opération, c'est la part allouée aux investisseurs particuliers qui est de 30%. C'est inhabituellement élevé. D'habitude, on est plutôt sur ce type d'opération sur du 5-10%. Donc là aussi, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle place laissée aux investisseurs individuels. Est-ce qu'ils sont peut-être plus enclins à se laisser séduire, je ne sais pas, par le discours d'Elon Musk? On y reviendra, mais c'est quand même assez intéressant. Donc on l'a dit, on a cette valorisation estimée. On reviendra sur les chiffres, mais qui est, vous l'avez dit, incroyable. Et en face, vous avez quoi ? Vous avez déjà eu l'occasion de le dire sur le plateau, un chiffre d'affaires qui, pour 2025, était de l'ordre de, grosso modo, 19 milliards de dollars. Donc on n'est quand même pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes chiffres. Au premier trimestre 2026, il faut savoir qu'on a eu la publication du chiffre d'affaires, 4,69 milliards de dollars sur le premier trimestre, croissance de 15%, pas mal. C'est pas non plus, là aussi, explosif, sans mauvais jeu de mots. Mais une perte de 4,28 milliards contre une perte de 4,9 milliards sur toute l'année 2025. Donc on voit à quoi que effectivement l'activité est en croissance, qu'elle génère déjà du chiffre d'affaires, mais qu'en termes de rentrée d'argent, pour le moment, on est sur des pertes. On ajoute à ça, David, il faut s'intéresser à l'endettement, 29 milliards de dettes fin mars 2026, et puis un crédit relais, crédit de 20 milliards de dollars, qui a été souscrit en avril pour relancer notamment l'activité d'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes tout simplement un comptable et que vous commencez à regarder ces ratios-là, vous vous arrêtez tout de suite. Donc, je termine cette chronique et je m'en vais. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Malgré tout, on a quelques données intéressantes. Morningstar a fait une valorisation de SpaceX, qu'il évalue, lui, autour de 780 milliards de dollars. C'est déjà pas mal, mais c'est 48% de moins, en tout cas. Il y a 1000 milliards. Voilà, exactement. Exactement. Et puis, on s'est amusé à regarder les ratios. Reuters s'est amusé à regarder les ratios, non pas le PR, parce qu'il n'y a pas de bénéfice, mais de rapporter, finalement, la valorisation au chiffre d'affaires. Alors, on obtient des choses assez sympas. SpaceX, qui, finalement, selon ce ratio cours sur chiffre d'affaires, serait à 13,7 fois. Rocket Lab, qui est un peu dans le même secteur, serait à 118, donc il y a quand même quelqu'un qui est encore plus haut. Palantir à 81 et Tesla serait à près de 17. Voilà. Donc, d'emblée, il faut se dire que dans ce dossier, on oublie nos paramètres d'analyse fondamentale classiques. Ça ne sert à rien, puisque sinon, on s'arrête là et c'est terminé. Bon, on comprend, ce prix repose sur des hypothèses qui sont très ambitieuses. Et quand on parle d'hypothèses ambitieuses, c'est carrément, on le rappelle, la colonisation de la planète Mars, des data centers dans l'espace. Ouais. Est-ce qu'on est face à des perspectives, on va dire, industrielles crédibles, à horizon d'investissement avant qu'on meure, quoi, plutôt un récit qui est séduisant en apparence, mais qui est, dans le fond, un peu délirant, destiné à soutenir la valorisation de SpaceX et donc le patrimoine personnel de M. Musk. Oui, parce que on aura l'occasion d'en parler, vous ne l'avez pas dit, mais c'est quand même l'autre chiffre qui est marquant, c'est qu'à l'occasion de cette opération, sa fortune personnelle pourrait tutoyer, voire dépasser la barre des 1000 milliards
de dollars. Donc, bien sûr qu'il est directement lié au succès de cette opération. Il y a aussi, vous l'avez dit, David, colonisation de Mars avec, je crois, 1 million de colons sur la planète rouge. Quand on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui à retourner sur la Lune, on se dit, bon, c'est quand même un peu... Et puis surtout, les data centers dans l'espace, là aussi, quand on regarde, théoriquement, c'est super intéressant. Théoriquement, moi, je signe tout de suite. Énergie solaire, pas de problème de refroidissement, etc. Ah oui. Sauf qu'on nous les promet pour... En tout cas, c'est avancé 2028. Donc 2028, c'est déjà demain. C'est après-demain. Ça arrive très très tôt. Et en fait, dans ce qui est intéressant aussi, dans le business model de SpaceX, on a ce qu'ils appellent un Total Addressable Market. Donc finalement, sur toutes nos activités, ils l'estiment à 28 500 milliards de dollars. On se dit, c'est magnifique, oui. Tout va bien. Et sur ces 28 500 milliards de dollars, c'est quand même costaud, il y a 26 500 milliards qui sont dans l'IA, puisque SpaceX, encore une fois, c'est un agrégat de plusieurs activités, Starlink, l'intelligence artificielle, et puis les lanceurs. Or, sur cette partie de l'intelligence artificielle, on le sait, on ne va pas trahir de secret, ils sont à la bourre. Oui. Ils sont à la bourre. L'activité IA de SpaceX, c'est 900 millions de dollars de chiffre d'affaires pour une perte opérationnelle de 2,47 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, on voit bien que, vous l'avez dit, David, il y a un récit, il y a un ensemble d'activités, il y a les perspectives, et ça s'emboîte pas complètement les uns avec les autres. D'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde le prospectus d'introduction, aujourd'hui, le principal moteur économique du groupe de SpaceX, c'est Starlink. C'est Starlink. D'ailleurs, top pour l'avoir essayé. Non, mais voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est effectivement la poule aux œufs d'or, en tout cas, ce qui crache du cash aujourd'hui. C'est 3,26 milliards au premier trimestre 2026 de chiffre d'affaires, 1,19 milliard de résultats opérationnels. Donc ça marche. On l'a dit, les autres activités, elles sont en perte. C'est ça aussi pour le spatial. Il y a beaucoup de choses qui ont été investies, mais pour le moment, ça ne rapporte pas d'argent. Donc oui, vous l'avez dit, aujourd'hui, au cœur de cet ensemble, il y a Starlink qui est véritablement déjà un petit peu mature, et puis le reste, ce sont beaucoup des perspectives à venir. Certains vous diront qu'on est critique et qu'on passe à côté d'une révolution et qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, il y avait Amazon, tout le monde trouvait ça très cher, personne n'en voulait d'ailleurs au début. Au début, personne n'en voulait en bourse. Et au final, tout le monde s'est trompé. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut se garder d'aller un peu trop vite en besogne et de dire c'est n'importe quoi la valorisation et de s'arrêter là. On peut faire ce parallèle avec Amazon qui commence, ne l'oublions pas, pour les vieux que nous sommes, David, qui commence par être une simple librairie en ligne à la base, qui vend des bouquins. Et on se dit ok, les gars font énormément d'investissements, il y a de la croissance, mais c'est pas rentable. Pendant des années, le reproche qu'on a fait à Amazon, c'est qu'ils font de la croissance, mais ils ne sont pas rentables. Et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Et énormément sans sortir de dividendes. Voilà. Et on voit aujourd'hui, ils n'étaient pas en train de perfectionner. Ce qu'ils construisaient, c'était une infrastructure de commerce en ligne, en fait. Et c'est après qu'on a compris, on s'est dit, ah ouais, ok. Donc, et une fois qu'ils ont savoir-faire dans l'infrastructure de commerce en ligne, il a été simple de la diversifier dans d'autres services. Aujourd'hui, tout le monde est sur AWS, le cloud, etc. Donc, il faut effectivement sortir de nos réflexes. J'ai presque envie de dire parfois un peu franco-français, de dire dès que quelque chose a l'air un peu trop gros pour y croire, c'est vrai. Après Elon Musk, il nous a fait rêver. En tout cas, il a porté des projets totalement fous. Même pour le coup, Hyperloop. Vous vous rappelez Hyperloop en 2010 Je me rappelle Hyperloop. On peut rappeler Hyperloop ce que c'est d'ailleurs. Alors Hyperloop, c'était tout simplement des trains à très grande vitesse. Ça n'a pas marché. Ben non. Ça a été arrêté. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on va revenir très vite sur l'exemple d'Amazon. La différence aussi avec SpaceX, c'est qu'on sentait quand même déjà un petit peu qu'il y avait de la traction et on pensait savoir où ça allait aller. Là, on est quand même sur quelque chose qui va être un peu véritablement totalement nouveau et le degré de démonstration est un peu supérieur. Après, vous l'avez dit, c'est assez inhérent au récit de Musk. C'est-à-dire que chez Musk, il y a deux choses. Il y a d'un côté les projets qui regardent comme ça, donc, dont l'Hyperloop, dans lequel il n'était pas directement impliqué. En fait, c'était des trains qui allaient naviguer à très haute vitesse dans des tubes, je ne sais plus les vitesses qui étaient promises. Là, on voyait tout. C'était abandonné en race campagne. Bah oui, mais parce que le coût d'infrastructure était délirant. Et il y a quand même ceux qu'il prend en charge directement, que ce soit Tesla, que ce soit SpaceX. Et en fait, le récit de Tesla n'est pas si différent du récit de SpaceX. Je m'explique. Quand Tesla se lance, des gérants, y compris très sérieux, y compris d'ailleurs des gens à qui j'ai pu parler, me disaient, vous savez, cette boîte, elle ne tient que par les crédits carbone. C'est un gouffre financier. Vendu aux autres constructeurs automobiles qui étaient en retard. Exactement. Et vous allez voir, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Dans l'instant T, c'était vrai.
il y avait vraiment des crédits carbone qui rapportaient de l'argent à... Tout à fait. Je ne dis pas que c'est faux. Et on voit effectivement que dans la part du récit de Tesla, il y avait à la fois, vous inquiétez pas, on va inventer la première voiture électrique incroyable qui va être... Et de facto, c'est vrai. Souvenez-vous, il y a eu des débats sur Tesla. Ils n'arrivent pas à produire assez de voitures. Ils ne vont jamais y arriver. Aujourd'hui, ils y arrivent. Et en même temps, il y a une partie du récit de Tesla, les taxis autonomes, la conduite autonome. On voit que ça a été promis puis repoussé à de nombreuses reprises. On voit aussi Optimus, les robots qui sont également promis, dont on tarde à voir véritablement les premiers effets alors qu'on voit que la Chine avance très fort. Donc c'est un mix, je pense qu'Elon Musk c'est un mix de tout ça, à savoir une capacité à délivrer, parce que je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui quand même, l'activité dans les lanceurs est impressionnante. C'est-à-dire que quand, au départ, il a parlé de récupérer les lanceurs, c'est pareil, on s'est dit, oh là, le gars, et tout le monde, parfois, on s'est un petit peu, on a un peu ricané quand on a vu les premières explosions. Bon, on voit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne. On voit ce qui est arrivé aussi à Amazon, qui est un petit peu largué dans ce domaine et qui essaye de rattraper. Ils ont connu cette explosion-là récente. Donc, ce n'est pas si simple. Donc, il y a déjà une vraie avance technologique sur le sujet. Rapidement aussi, ce qui est assez marquant dans cette introduction en bourse, c'est on sait qu'Elon Musk contrôle évidemment l'entreprise, mais il y aura 85% des droits de vote. Oui, alors dernières estimations, on serait autour de 79-80 à peu près. 80% des droits de vote après cette introduction en bourse. C'est-à-dire que la valorisation repose largement sur sa personne. Et si, en fait, c'était un ETF Elon Musk. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Et je pense que c'est peut-être la conclusion, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas arriver en disant n'investissez pas, parce que de toute façon, c'est vraiment un moyen de se prendre la porte de saloon. Mais la vraie question, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous achetez? Et surtout, qu'est-ce que la majorité des gens, avec vous ou pas, vont acheter avec SpaceX? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont acheter... la capacité d'Elon Musk à délivrer sa vision, y compris parfois démiurgique, totalement aberrante par certains aspects de ce qu'il peut délivrer, ou est-ce qu'ils vont être beaucoup sur « Ok, je pense qu'il va délivrer une partie, mais que malgré tout, ça reste crédible, raisonnable, d'estimer qu'il va réussir à construire notamment cet aspect d'infrastructure spatiale avec peut-être des tas de nouveaux métiers qui vont surgir demain de ça. » Et donc, je pense que c'est ça la question à poser. C'est presque, j'ose le mot, un acte de foi dans Elon Musk que vont faire les investisseurs. Et s'ils sont suffisamment nombreux, c'est ça la magie de la bourse, parce que c'est là où aussi on quitte le domaine de l'analyse traditionnelle. S'ils sont suffisamment nombreux, ça fonctionnera. Je sais, la question, c'est de savoir si la valorisation est excessive ou pas. C'est ça le sujet. Alors, mon avis à moi, de vieux... c'est qu'elle est bien sûr excessive. À date, elle est bien sûr excessive. Mais si la majorité détermine qu'elle est raisonnable, alors ça va monter. C'est ça la bourse. Oui, évidemment. Plus d'acheteurs que de vendeurs. Eh oui. La base. Merci beaucoup. Explication Merci, de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.